Thomas, bonjour. Merci de Bonjour. nous accorder cette interview pour Planet Basket National. C'est le quatrième épisode de Coff Coach. Tout d'abord, comment vous allez avec Boulogne-sur-Mer? Plutôt bien, on a l'impression, là, ces dernières semaines. Surtout la dernière semaine a été très très bonne pour nous. Réussir à gagner à Lone Plage, qui est une salle qui est super difficile, et enchaîner par une victoire à domicile contre Fos-sur-Mer, qui est une des très belles équipes de notre poule. C'est une super semaine après avoir fait un match compliqué contre Mulhouse, où au-delà de la défaite, parce que sur ce match-là il y a rien à dire, Mulhouse nous a été supérieur, la prestation de mon équipe m'avait laissé sur la fin. Tu pris Andrézieux aussi, je me permets. Ouais, Andrézieux, encore une fois, eux font un très bon match et nous on gère mal cette fin de match. Et Andrézieux, voilà, c'est un match à l'extérieur, on avait gagné avant, on a gagné juste après, mais cette défaite contre Mulhouse, pour moi, c'est vraiment une mauvaise prestation de mon équipe. Et avant de parler de victoire, de défaite, j'essaie toujours de focaliser mes joueurs sur faire une prestation, faire une performance, proposer un basket cohérent. Et clairement, contre Mulhouse, on avait fauté. Pour moi, on n'avait pas été à la hauteur de l'événement et de ce match contre un bel adversaire. Et donc, c'est toujours intéressant de voir son équipe rebondir comme on a pu le faire avec l'enchaînement des deux victoires derrière. Donc, on est heureux de cette réaction. Maintenant, chaque match est un combat dans cette poule. Donc, on est focalisé sur le match à Metz qui va être qui on sait va être difficile. Donc on est vraiment focus pour essayer d'abord faire une bonne performance qui nous donnerait le plus de chances possible de revenir avec une victoire. Avant de reparler de Metz et du match, de la suite qui arrive, vous êtes arrivé à la tête de l'équipe en août. Ouais. Ça a été annoncé à ce moment-là. Il y a quelques rumeurs qui disaient que vous étiez déjà, entre guillemets, pressenti à la tête de l'équipe à l'hiver dernier, 2020, fin de l'hiver. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce choix, notre micro, même si vous êtes déjà revenu dans quelques journaux locaux, et qu'est-ce qui vous a motivé de rejoindre Boulogne, sachant que vous étiez ces dernières saisons assistant à la tête de la SIG Strasbourg, puis vous aviez pris l'intérim de la SIG en fin de saison. Ouais, vous avez réussi à le maintenir. Bien sûr. C'est un intérêt commun. C'est Boulogne cherchait un nouveau coach. Ils avaient, je crois, assez tôt pris la décision de changer de coach et de pas continuer avec le coach de l'année dernière. Moi, j'avais envie de coacher et de m'inscrire dans un projet où on me donnait un petit peu de temps pour travailler, parce que jusqu'à présent, à chaque fois que j'étais au coach, c'était voilà, fallait résultat immédiat. Chaque défaite était entre guillemets une mini crise. Donc c'est ça qui m'a attiré dans le projet de Boulogne-sur-Mer. Un club qui a des ambitions de progresser, bien sûr, prendre son temps, mais envie de progresser année après année, et un club qui j'avais l'impression me voulait vraiment et qui me donnait un peu de temps pour travailler. Alors après, on sait en tant que coach, je suis pas naïf et je sais qu'on n'a jamais beaucoup de temps, oui. Voilà. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait un environnement qui pouvait me permettre de mettre en place ma méthode. Et c'est ça qui m'a intéressé. Donc le recrutement, c'est quasiment à 100% qui vient de votre part, puisque l'équipe a quasiment été changée. Il y a le cas Gary Chatillon aussi. Enfin, il y a pas mal de cas de joueurs qui auraient pu rester, qui sont peut-être vos choix aussi. Il y avait des joueurs sous contrat qui sont restés. Malheureusement, certains avaient des clauses pour partir en Pro B et l'ont activé, parce qu'il y a deux joueurs. Ouais. Voilà, j'aurais bien aimé travailler avec Nolan Kingé. Un garçon comme Victor Diallo était plus sous contrat, mais honnêtement, c'était un joueur qui me paraissait intéressant et qui est parti en Pro B. Ouais. Mais c'est très bien, parce que c'est aussi une des ambitions de ce club, d'être un tremplin pour des joueurs français. Et l'année dernière, le club a joué ce rôle magnifiquement, avec des joueurs qui étaient, entre guillemets, des jeunes joueurs, Nolan Kingé, qui vivait sa première expérience professionnelle, et qui, après une année à Boulogne-sur-Mer, va en Pro B, et puis qui montre tout de suite des choses, quoi, parce que non seulement l'équipe de Vichy fait un très beau début de saison, mais lui montre aussi des performances. Donc ça, c'est une des ambitions de ce club, de permettre à des jeunes joueurs d'être un tremplin pour plus haut. Donc voilà, donc j'ai gardé 3 joueurs de l'année dernière, parce qu'il y a Jim qui joue pas encore, parce qu'il est encore blessé, mais qui est toujours avec nous. Victor Maury et Gian Hyacinthe. Et derrière, on a complété l'effectif justement avec Olivier Bourguin. On a construit un effectif qui connaissait la Nationale 1. Voilà. Parce que même les joueurs, il y a 2 joueurs qui viennent de Pro B, mais c'est des joueurs qui ont vraiment joué, Pierre Hannequin et Jacques Ayoum,
c'est un effectif un peu plus âgé, je peux me voilà, qui est déjà un peu plus âgé et qui ont déjà vraiment joué en National 1, qui connaissent ce championnat parce que c'est un championnat spécifique, c'est un championnat difficile. Et on voit que prendre des mecs de Pro B on va dire en fin de carrière et qui viendraient en disant moi je vais descendre d'un niveau pour être un peu plus tranquille, eh ben j'y crois pas. J'y crois pas moi en National 1. Oui, c'est des joueurs qui ont 28, 27 ans à peu près, c'est ça. Voilà, c'est des joueurs qui viennent avec une envie d'avoir forcément un rôle un peu plus important qu'en Pro B. Plus de temps de jeu revanchard, vous parlez de Jackie. Voilà, mais qui connaissent ce championnat et qui savent que si on est tranquille, bah ça marche pas. Ouais. Ça marche pas. Et donc l'alchimie, comment elle se passe, vu qu'il y a aussi eu des arrivées de joueurs américains, il me semble. Oui. Zobel aussi qui arrive sur le poste intérieur. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces recrues qu'on ne connaissait pas forcément en National 1, Trevon Barnes aussi? Bah, notre stratégie, ça a été d'abord de composer l'équipe avec les joueurs français qu'on pouvait attirer. Bien sûr. Parce qu'il y a aussi notamment, on part avec 2 étrangers à l'intérieur. Mais on a essayé de signer quelques joueurs français, on va dire référencés National 1 à l'intérieur. Ils sont également aussi pas forcément à l'intérieur. Mais... Voilà, mais on a essayé aussi sur le poste intérieur d'avoir des joueurs français référencés. Malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser ces signatures. Donc on s'est retrouvé, pas malgré nous, mais on s'est retrouvé sur la fin de recrutement avec les 2 postes ouverts pour les étrangers à l'intérieur. Et donc c'est pour ça qu'on est allé sur des étrangers. Et on n'a pas réussi à avoir on va dire quelqu'un qui avait déjà été dominant National 1. Donc on a pris des joueurs qui avaient jamais joué en France. On a eu un gros travail de scouting et on a recruté Trevon Barnes et Alex Sobel. Et les joueurs que vous connaissiez? Pas du tout. Ouais, okay. Pas du tout. C'est le scouting de cet été qui m'a fait découvrir ces joueurs. Mais on a regardé pour chaque position, on a regardé plus d'une centaine de joueurs. Hein. Ouais, donc c'est vraiment voilà. Et encore une fois, il y a des fois c'est les joueurs qui n'ont pas voulu venir en National 1, des fois c'est nous qui avons hésité et qui avons préféré les joueurs qu'on a actuellement que les autres joueurs, mais ça a été un gros boulot de finaliser ces des étrangers cet été. Et donc on est satisfait parce qu'on voit quelques équipes qui commencent à se séparer dans les autres poules de certains joueurs. Pour l'instant, c'est pas votre cas. Le groupe vit bien. On a des hauts et des bas, comme on a parlé de la défaite contre Mulhouse, on a parlé de la défaite au SCAB. Mais on a le sentiment qu'on n'est pas si loin d'avoir 1 ou 2 victoires de plus. Après, on s'enflamme pas non plus. Puis la poule est ouverte aussi. Voilà, la poule est ouverte, mais il y a aussi 2-3 matchs où, notamment quand on gagne à Besançon, bah, on n'est pas loin de le perdre. Voilà, on a quelques matchs aussi qui auraient pu tourner dans l'autre sens. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près à notre place. Il y a un groupe de têtes qui sont, notamment quand on voit Mulhouse et Le Havre et Orchy, c'est des équipes qui ont une grosse continuité par rapport à l'année précédente, qui ont le même coach, qui ont gardé au moins 5 joueurs, si ce n'est plus. Donc on voit que ces équipes, elles ont un temps d'avance aujourd'hui sur nous, faut pas se voiler la face. Et à nous de travailler pour rattraper ce retard qu'on peut avoir sur ces équipes-là. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près à notre place dans ce groupe. À nous de tout faire pour garder cette position et essayer de voir de l'améliorer un petit peu. Justement, quelle qualité vous êtes en train de mettre en place par rapport au jeu spécifique de la National 1, ou est-ce que vous gardez vos qualités que vous aviez par le passé, notamment à Paris-Levallois, quelques mois à Tours et l'an dernier à Strasbourg? Ou la méthode, elle change un peu? Chaque coach a quand même des choses qui l'animent et un style particulier. Après, ce qui est important pour moi, c'est vraiment de pas penser que je vais pouvoir faire un copier-coller de ce que j'ai pu voir à Strasbourg pendant 2 ans, parce qu'à Strasbourg, j'ai eu la chance de travailler avec 2 très bons coachs, Massimo Cancellieri et Laurent Villa, qui ont des styles très différents, mais qui m'ont, je pense, aidé à progresser. J'ai eu quelques matchs à la fin, mais c'était pas vraiment ma méthode. J'ai essayé de faire ce que je pouvais dans l'urgence de la situation de la SIG l'année dernière. Voilà. Déjà, faut faire entre guillemets le deuil de vouloir recopier ce qui a été fait en proie, parce que c'est pas le même jeu. C'est pas tout à fait le même jeu. Et du coup, je pense que c'est important sur ce championnat d'être concentré sur bien maîtriser certains basiques avant de vouloir faire des choses incroyables. Et c'est ce que j'essaie de faire avec cette équipe, lui donner une certaine intensité, et avant de voir des centaines d'options en attaque, qu'on soit consistant sur des choses simples. Voilà aujourd'hui c'est ce qu'on a essayé de faire. Ça me permet de l'ajouter, de le souligner. Vous êtes l'une des meilleures défenses de la poule, 72 points, il me semble. Oui. Mais défensivement, c'est pareil. Plutôt qu'avoir 25 options, on essaie d'en maîtriser bien 2-3, parce que je suis quand même quelqu'un qui aime bien m'adapter un petit peu aux adversaires, et qui n'a pas envie d'avoir tout le temps, pendant 40 matchs, exactement la même défense. Mais il faut que ces adaptations soient
soit pas trop importante, parce que à la fin, ce qui compte dans ce championnat, c'est l'intensité. On voit les équipes qui sont en haut du classement, c'est les équipes qui sont intenses, qui défendent, qui ont une défense aussi collective, qui ont des aides et qui sont fortes au rebond. Pour moi, c'est vraiment un critère. 5 joueurs aussi qui sont peut-être aussi 5 joueurs titulaires qui sortent. C'est aussi une des forces de votre équipe. On a quand même 6-7 joueurs qui sont autour de plus de 20 minutes de temps de jeu. Oui, on a un banc et toutes les équipes du haut du classement ont aussi des joueurs du banc qui sont intéressants. Nous, on a Pierre Hannequin qui commence régulièrement en sortie de banc. C'est quand même entre guillemets un luxe pour nous. Mais on a d'autres joueurs. On a Gian Yacine qui, par exemple, sur le dernier match, a eu un impact super positif. Le club commence à se structurer par rapport à une volonté de progresser vers la Pro B. Mais vous faites, comme vous le disiez tout à l'heure, le même métier qu'un coach finalement de Betclic Elite. Et il y a ce règlement qui a fait un peu parler ces dernières semaines avec le fait que vous soyez traités comme des entraîneurs de National 2, National 3 régionaux, puisque la National 1 appartient au monde fédéral. C'est quand même problématique pour des coachs qui sont tout simplement professionnels et qui ont plusieurs matchs à jouer dans la semaine, une somme de 40 matchs. On imagine que vous êtes assez révoltés comme vos collègues de National 1 à propos de ça. Oui, on est tous d'accord. Là, on a eu pas mal d'échanges entre nous. On est tous d'accord on a la volonté de faire évoluer ce règlement. On trouve pas ça normal, alors qu'on fait le même métier que nos collègues de Pro B et de Pro A, qu'on soit traité différemment. La fédération oblige les clubs de National 1 à avoir un entraîneur professionnel. Du coup, pour nous, la cohérence serait qu'ils puissent avoir le même statut que les autres entraîneurs professionnels. Aujourd'hui, on coach au moins 40 matchs de saison régulière. Il y a au moins un match de Coupe de France. Certaines équipes vont en faire 3 à 4. Il peut avoir des playoffs. On peut aller presque à 50 matchs, voire plus de 50 matchs. Bien sûr. Avoir une suspension après 3 fautes techniques en 50 matchs, on trouve ça complètement incohérent. Aujourd'hui, une faute technique, ça peut des fois partir assez vite en fonction des arbitres. C'est pas toujours la même, on va dire, la même sensibilité, ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est des êtres humains. Donc là, c'est pas une critique sur l'arbitrage. Mais c'est de dire, on a les mêmes contraintes que les coachs de Pro A, de Pro B. On a une certaine précarité du métier qui est liée à un métier qu'on a choisi. Mais on aimerait avoir les mêmes droits quelque part aussi. Bien sûr, on parle pas de quelqu'un qui prendrait une disqualifiante avec rapport parce que vraiment il a un comportement qui dépasse les bornes. Là, une suspension serait méritée, mais comme en Pro A et en Pro B. On parle du fait d'avoir des fois des fautes techniques qui en plus des fois peuvent être un peu des fautes techniques tactiques pour faire bouger son équipe. Donc voilà, on espère le plus vite possible être aligné sur les règlements LNB et les règlements FIBA, parce que c'est le règlement FIBA, pour pouvoir faire notre métier comme les autres entraîneurs professionnels. Parce que ça vous limite du coup forcément peut-être dans la façon de coacher, rester calme, parce qu'il y a aussi les pressions. Des fois, on en parlait avec certains de vos collègues de la poule, la pression des partenaires aussi, de la pression du résultat sur certains matchs. Mais c'est une faute aussi stratégique, la faute technique. Mais la pression du résultat est la même en National 1 qu'en Pro B ou qu'en Pro A. Ouais, bien sûr. Derrière, il y a des partenaires qui attendent des résultats, qui investissent de l'argent. Il y a tout un club. Il y a votre boulot qui dépend des résultats. Voilà, la plupart de nous, on a des familles, on fait bouger nos familles avec nous. Il y a des enjeux qui sont importants. Donc, j'aimerais juste, voilà, gagner un match, perdre un match, ça arrive. Mais si à un moment donné, on doit pas pouvoir faire notre métier parce qu'on a pris 3 fautes techniques en 40 matchs, ben, je trouve pas ça normal. Voilà. Ça m'embêterait d'en arriver là. Aujourd'hui, j'essaie d'être le plus calme possible avec les arbitres. Vous êtes un coach calme? Je pense pas qu'on puisse me considérer comme un coach calme. Par le passé, j'ai pris beaucoup de fautes techniques. L'année dernière, mon deuxième match avec Strasbourg, je finis même pas le match. Ouais, voilà. Assez injustement, je pense, mais peu importe. Voilà, mais après, c'est pas une question. Chaque coach est différent, comme chaque arbitre est différent. Ce serait même enlever un peu de pression aux arbitres, de leur dire, si tu penses que le coach mérite une faute technique, mets-lui une faute technique et ça aura une conséquence que sur ce match-là et pas sur l'ensemble de sa saison. Parce que les arbitres sont aussi inclus dans ce processus. Bien sûr. Certains hésitent. Bien sûr, certains hésitent en disant, j'ai envie, mais d'un autre côté, si ça se trouve, c'est sa 3e, il va être suspendu. Je pense que certains arbitres vraiment hésitent parfois et du coup, ils
ils finissent le match avec cette frustration, alors que peut-être mettre une faute technique, des fois, peut permettre de calmer une situation et permettre de finir le match d'une façon plus sereine pour tout le monde. Voilà. Donc, moi, j'aimerais juste qu'on enlève cette pression de la suspension, que ce soit sur les coachs et sur les arbitres. Et que si à un moment donné, un arbitre pense vraiment que je mérite une faute technique, qu'il fasse son travail, mais que l'impact soit juste sur ce match-là. En plus, je serais vraiment traité à égalité avec le coach adverse parce que c'est le même arbitre. Alors qu'on sait très bien que d'un arbitre à l'autre, la sensibilité est différente. Donc, on espère que le plus vite possible, on puisse être traité comme des, entre guillemets, vrais coachs professionnels. On peut prolonger là-dessus. Vous êtes arrivé à la tête d'une équipe de National 1. La taille de la ville change. L'engouement est peut-être un peu différent. Mais il y a quelques petites choses du coup qui changent. On imagine dans votre travail, vous êtes désormais à nouveau coach principal que vous aviez connu à Tours. Beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de pression. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce qui a changé? Et est-ce qu'il y a des différences finalement entre coach, on imagine, principal et coach assistant? Mais il y a des choses qui se rejoignent, forcément. On est en train de basket. Mais la grosse différence, c'est le fait d'assumer les prises de décision. Là, en tant qu'assistant, moi, j'ai eu la chance de travailler avec des très bons coachs. C'était facile d'arriver avec des idées, de dire, hey, on pourrait faire ça, on change un joueur de poste, on fait jouer lui à la place, voilà. Mais encore une fois, quand on est coach, bah, on a tout de suite la lecture de si je prends cette décision, ça va avoir des conséquences, il va falloir les assumer, les conséquences. Que ce soit par rapport à ses joueurs, parce que d'abord, on est tous les jours face à nos joueurs, soit par rapport au club, aux partenaires, voilà, c'est ça la vraie différence, c'est celle-là. Et du coup, il y a une pression supplémentaire. Il y a, en tant que coach, souvent, on a plus de mal, on va dire, à couper du basket qu'en tant qu'assistant, parce qu'en tant qu'assistant, voilà, il y a beaucoup de travail, mais quand on a bien fait le boulot et qu'on a donné, entre guillemets, toutes les billes au coach pour prendre les décisions, c'est plus facile un petit peu de se déconnecter du basket. Voilà la principale différence. Après, moi, mon changement entre Strasbourg et Boulogne-sur-Mer, l'autre différence, c'est que la taille de la ville est plus petite et on est quelqu'un de beaucoup plus reconnu dans la ville que dans une très grande ville. Moi, je travaillais à Paris ou à Strasbourg. Bah, les coachs de basket, les joueurs de basket, ils peuvent se balader dans la ville, ils sont pratiquement jamais arrêtés, pas reconnus. Alors qu'à Boulogne-sur-Mer, on est très très vite reconnus. Donc ça, c'est une chance aussi parce que aujourd'hui les gens nous reconnaissent, mais la légende de l'amabilité des gens du Nord, elle est pas surfaite. Et aujourd'hui, c'est beaucoup de témoignages de soutien. Et donc, c'est vrai que c'est agréable. C'est quelque chose qui est plaisant. C'est votre première expérience en plus dans le Nord. Oui, c'est la première fois que je viens dans le Nord. J'ai été beaucoup Paris, la région centre, le Strasbourg, et j'ai fait un an au Havre avant, mais vraiment le nord de la France. C'est la première fois que je viens dans cette région. L'attitude, il y a de la pression. On a parlé de quelque chose qui était important au sein du projet de pression avec cette histoire de faute technique. Les objectifs sont toujours sont lesquels d'ailleurs? Parce que on sent que le club progresse. Votre prédécesseur Fabien Antonios a essayé de faire du bon travail. Je crois qu'il n'y a pas eu l'accession en poule haute l'an dernier. C'était un petit échec. Le groupe était jeune. Là, vous avez, comme vous venez de nous dire, il y a eu des joueurs d'expérience qui ont été ajoutés. L'objectif, vous êtes actuellement dans le top 5. J'imagine que c'est au moins d'aller chercher une place en play-off, ou quel est-il l'objectif? Nous, on aborde cette saison comme s'il y avait qu'une phase. Il y a 14 équipes, les 7 premiers vont en poule haute. Voilà, donc aujourd'hui, notre seul objectif, c'est d'aller en poule haute. Donc on réfléchira à la deuxième phase une fois qu'on y sera en poule haute ou en poule basse d'ailleurs. Pour l'instant, on a cet objectif-là. C'est un club qui, voilà, moi je viens d'arriver, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a une présidente qui est arrivée l'année dernière, il y a Olivier Bourguin qui est revenu. Voilà, donc c'est un club qui est en développement, en construction. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on est un peu en retrait par rapport à des clubs comme Le Havre, Orchies, Mulhouse, qui ont une grosse continuité par rapport à l'année précédente, qui jouent les premiers rôles aussi en National 1 depuis plusieurs années consécutives. Nous de travailler pour rattraper ce retard et essayer de provoquer notre réussite à un moment ou à un autre. Mais l'objectif aujourd'hui, aller en poule haute. Si on y arrive par bonheur on y arrive, on essaiera bien sûr de faire le mieux possible en poule haute et d'essayer d'accrocher une place pour les playoffs. Mais on a aussi un projet de développement du club. Voilà, faire progresser cette équipe, faire progresser la structure du club, pour que l'année prochaine, en changeant
pas tout l'effectif, en ayant quelques ajustements, on puisse se donner le maximum de chances de jouer les premiers rôles l'année suivante. Voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans une construction, dans une progression et de l'équipe et du club pour un jour pouvoir légitimement postuler à cette montée en pro. Ça marche. Merci à vous, Monsieur Thomas.